Bonsoir tout le monde, c'est Jérémy Mercier. J'ai le plaisir de vous recevoir ce soir pour le 50e épisode de Science en conscience. Mon invité ce soir est Pierre Chaillot, qui vient de sortir son deuxième livre, Victime des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels aux éditions L'Artilleur. Donc on va voir ensemble quels sont ces chiffres justement. Et je vous fais passer le petit générique pour patienter et pour que vous arriviez tranquillement avec une petite boisson. Et on se retrouve dans quelques instants avec Pierre Chaillot. À tout de suite. Allez, salut Pierre, salut tout le monde. Salut Jérémy, salut à tous. Alors, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir donc pour cette 8e fois, j'ai compté tout à l'heure. C'est la 8e fois que je te reçois pour l'émission Science en conscience et c'est la 50e émission aussi. Voilà. Donc, c'est un beau moment. Je suis content de te recevoir aussi parce que c'est donc le deuxième livre que tu viens de sortir il y a quelques mois, donc fin janvier. Un livre assez court, plus court que le premier, un peu moins de 190 pages et vraiment intéressant par les chiffres que tu amènes et les compréhensions que tu as. Et aussi, moi, j'ai été assez ému, je dois dire, par la fin du livre, les témoignages des personnes que tu as relevés ou même parfois qui t'ont contacté pour t'expliquer ce qu'ils ont vécu suite au vaccin Covid. Et j'aimerais tout d'abord qu'on commence par... rappelle peut-être aux gens qui ne te connaissent pas rapidement qui tu es. Et après, j'aimerais que tu nous amènes que tu nous expliques qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser particulièrement au sujet des victimes des vaccins Covid. Alors oui, moi c'est Pierre Chaillot, je suis statisticien et depuis le début de cette crise, j'analyse quasiment tous les chiffres statistiques qui sont à nos dispositions, qui sont disponibles de manière publique, mis à disposition par les grands instituts français, européens. Voilà, je m'exprime toujours en mon nom, hein, je représente personne, ni aucun parti, ni aucun syndicat, ni mon employeur. Donc je fais ça sur mon temps citoyen. J'ai sorti un premier livre qui a été publié en janvier 2023 qui reprend toutes les statistiques de la crise Covid-19 et qui montre que la totalité de l'histoire qui a été racontée ne tient pas la route, n'est absolument pas cohérente avec les statistiques qui sont à nos dispositions, statistiques publiques encore une fois, hein, qui sont mises à disposition par les instituts, même par le gouvernement, et si on fouille et qu'on va voir et qu'on va les retrouver, on se rend compte que tout ce qui a été raconté ne tient pas debout. Ça c'est la première chose. Et à la fin de ce premier livre, on commençait déjà à avoir des traces de problèmes, d'effets indésirables des vaccins, notamment une mortalité qui augmentait de manière anormale, même si voilà, c'était du modèle, on était encore un peu proche de la période de vaccination, donc on n'était pas encore hyper sûr de nous en janvier 2023, parce qu'il y a toujours des mois de décalage avant d'avoir des statistiques. On a ressorti un poche en 2024, janvier 2024, qui confirmait cette tendance-là, mais voilà, c'était... La vaccination et les effets indésirables n'étaient, on va dire, que la fin du livre en montrant le début des statistiques. Et là, j'ai décidé de faire un autre livre où on se concentre vraiment sur les victimes des vaccins en montrant les statistiques à notre disposition, en rappelant les bases légales de ce que sont les produits pharmaceutiques et la manière dont les laboratoires sont défendus par la loi face aux victimes. Remontrer toutes les statistiques qui montrent qu'il y a vraiment des victimes. Et puis voilà, on est plus loin dans le temps, donc plus ça va, plus on en voit. Et puis, pour ce deuxième livre, en effet, j'ai fait le choix de me rapprocher des victimes ou de celles qui voulaient me contacter, de les laisser me contacter pour qu'elles puissent raconter leur histoire et afin que les gens se rendent compte que derrière des courbes, derrière des augmentations de décès, il y a des vrais gens qui meurent. Et aujourd'hui, voilà, il y a des familles qui sont endeuillées. Premier aspect. Deuxième aspect, voilà, il n'y a pas que des morts dans les victimes des vaccins. Heureusement, on va dire, il y a des personnes qui souffrent encore aujourd'hui, qui sont encore en vie et qui sont là pour le raconter, parce que quand il y a un produit pharmaceutique ou n'importe quel produit qui réussit à produire un mort dans la population, pour tuer quelqu'un, il faut quand même y aller, hein, c'est pas facile. Ça veut dire qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui sont malades, voire gravement malades. Le décès, c'est l'aboutissement le plus grave d'un effet indésirable de la maladie, quoi. Donc voilà, si pour un décès, c'est beaucoup de personnes qui souffrent.
Et donc, voilà, les décès sont révélateurs du problème, mais voilà, je voulais montrer aussi qu'il y a des personnes qui sont encore là pour le raconter. J'ai reçu Laure Mazéas qui s'est exprimée sur ma chaîne. On a diffusé la vidéo hier, qui est une victime encore vivante des vaccins, qui est handicapée à plus de 50%, à plus de 40, elle a une quarantaine d'années aujourd'hui. Elle avait tout juste 40 ans quand elle s'est fait vacciner. C'était une femme pleine de vie, sportive, extrêmement active, avec une vie active dynamique et tout ça. Et voilà, aujourd'hui, elle est handicapée à plus de 50% à cause de la vaccination. Où, voilà, le moindre effort physique l'effondre, quoi. Donc voilà, c'était ces deux aspects, rappeler les chiffres, montrer comment tout ça, ça fonctionne, et puis faire témoigner des personnes pour mettre un peu d'humanité derrière les statistiques. Ouais. Et ce qui est très intéressant, tu commences ton livre par rappeler que les vaccins en particulier sont des produits qui sont très protégés. Pour pas mal, un produit classique qu'on va acheter dans un magasin, quand il y a un défaut, on peut se retourner vers le vendeur ou directement vers le fabricant. Et là, quand il s'agit des vaccins, c'est une autre histoire. C'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que tu peux en dire deux mots? Oui, en fait, ça fait partie des lois. On a des lois de protection du consommateur. Et il y a une exception dans la loi qui est écrite noir sur blanc où on protège l'industrie pharmaceutique. C'est écrit dans la loi. Donc, il y a vraiment une loi spécifique qui concerne l'industrie pharmaceutique en disant qu'elle n'est pas responsable de la qualité de ses produits. Et que si on se plaint d'un effet indésirable d'un médicament quel qu'il soit, c'est à la victime de prouver que c'est bien le médicament qui l'a rendu malade, de prouver que ce médicament rend malade de cette manière-là, de lancer des études de vérification de la sécurité des médicaments. C'est au plaignant de le faire. Donc c'est vraiment une loi qui est complètement incroyable, qui protège l'industrie, et vraiment celle-ci de manière très spécifique. C'est écrit que c'est pour permettre un bon développement de l'industrie pharmaceutique pour nous sauver tous, quoi. Évidemment, tout ça, c'est pétri de bonnes intentions. Mais c'est quelque chose qui est assez peu connu. Il y a quand même des jurisprudences, j'en parle un peu, qui temporisent un peu, voilà, qui font un peu tampon plutôt vis-à-vis de cette loi, et qui commencent à reprocher à l'industrie pharmaceutique certaines choses, où on passe voilà, ce qu'on appelle une causalité certaine, c'est-à-dire vraiment prouver que c'est vraiment ce médicament-là, à plutôt une causalité suffisante, où on se dit, bah voilà, on n'a absolument aucune autre explication que plutôt que c'est le médicament. La temporalité est confirmée. Il y a d'autres indices qui montrent qu'en effet, il pose problème, et ça peut suffire à accuser un produit. Mais vraiment, on est au balbutiement d'un rééquilibrage de la loi qui aujourd'hui donne vraiment tout pouvoir à l'industrie, quoi. Je vais relire l'article 3 de cette directive de 1985 qui dit toutefois, donc parce que ce but doit être atteint par des moyens qui ne puissent pas freiner le développement de l'industrie pharmaceutique et les échanges de médicaments au sein de la communauté. C'est vraiment, effectivement, c'est écrit noir sur blanc. On protège l'industrie pharmaceutique et son développement, et c'est sacré en fait. C'est au-delà de la santé du patient ou de la personne qui a pu être impactée négativement par les produits qu'elle s'est fait injecter. Parce que ça concerne aussi les médicaments, c'est pas que les vaccins. Oui, ce sont tous les médicaments. Les médicaments. Et là, on parle du vaccin Covid-19. Bon, il y a d'autres problèmes dans le passé avec d'autres vaccins qui ont émergé, mais il y a tout un tas de médicaments qui ont posé problème de manière générale. Et bon, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais il y en a beaucoup de médecins, de chercheurs qui en parlent sur le nombre de médicaments qui sont retirés du marché chaque année, parce que ce sont juste des dangers incroyables. Il y a chaque année, c'est un roulement. Il y a tout un tas de nouveaux médicaments qui arrivent, qui sont absolument sûrs, efficaces, il n'y a aucun problème et tout le monde signe, et qu'on retire en catimini au fur et à mesure, à force qui tue des gens, quoi. C'est vraiment le flux continu de l'industrie pharmaceutique, c'est comme ça. Alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment se passent les remontées quand quelqu'un a un problème. Bon, alors si c'est un décès, bah, évidemment, elle ne va pas pouvoir faire remonter le problème qu'elle a eu. Le médecin, la tendance qu'il a, bah, c'est de pas passer de temps là-dessus parce que ça ne lui rapporte rien. C'est une démarche très compliquée de faire remonter ce problème. Et d'ailleurs, ils ont une obligation légale pourtant, mais par défaut, on ne le fait pas parce que c'est trop compliqué, trop long et ça ne rapporte rien. Et puis en plus de ça, c'est très difficile humainement de reconnaître que l'acte qu'on vient de faire
à occasionner le décès ou l'invalidité de quelqu'un. Donc, on préfère nier complètement la réalité et se protéger vers c'est une coïncidence, la science ne dit pas ça, etc. L'état de la science. Bref, il y a pas mal d'argumentations comme ça. Mais après, pour les personnes qui sont blessées mais qui survivent à l'injection, c'est le parcours du combattant. Oui, ça a été ce qu'a raconté Laure hier, quand on a diffusé hier sur ma chaîne. C'est en effet le fait de réussir à se faire reconnaître déjà par le médecin traitant. Donc elle en parle, qui n'a jamais voulu, qu'il a incendié de tous les noms possibles, anti-vax, c'est dangereux ce que vous faites, taisez-vous, machin. Évidemment, un médecin qui a passé un certain nombre de ses journées dans des vaccinogromes à piquer tout un tas de gens, puis bon, pas de manière gratuite, voilà, il va pas se mettre à remettre en question tout le bonheur qu'il a apporté à l'humanité, moyennant finance évidemment, et donc il est pas prêt du tout, il ou elle d'ailleurs, est pas prêt du tout à reconnaître les dommages que ça peut causer. Du coup, il y a une espèce de corruption par implication. On implique les médecins à faire quelque chose et ils se retrouvent corrompus parce qu'on les a mis dedans, donc ils sont impliqués personnellement. D'ailleurs, il y a tout un tas il y a des jurisprudences qui commencent à arriver où on commence à reconnaître les médecins qui ont vacciné avec les vaccins Covid-19 comme responsables des dégâts qui ont été faits aux victimes. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Que les médecins cessent d'écouter, on va dire, de manière complètement aveugle et d'obéir à des ordres qui sont complètement stupides. C'est pas leur métier. Normalement, leur métier, c'est de prendre des décisions à leur âme et conscience pour le mieux du patient qu'ils ont en face d'eux. Et donc, quand ils se permettent, d'obéir à je ne sais quelle injonction en piquant tout le monde moyennant finance, ils doivent être mis responsables de leurs actes. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Et ça éviterait d'avoir autant de facilité de la part des autorités à faire n'importe quoi à des médecins qui trouvent ça bien pratique de juste se dire c'est pas nous. Voilà. J'ai eu une discussion assez intéressante avec un médecin qui m'a dit c'était pas sur les vaccins Covid, c'était un autre, où moi j'ai lu les études pharmaceutiques en question et je considère que c'est vraiment, j'en ai publié une vidéo d'ailleurs en disant mais c'est incroyable que ce vaccin-là particulièrement soit encore diffusé et circule aujourd'hui. Et le médecin me disait non, il faut absolument le faire, c'est important. Et je dis pourquoi, vous avez eu une étude? Ah non, moi le centre de vaccinologie le conseille et donc du coup moi je dis à tout le monde de le faire. Rien lu. Aucune lecture, aucune lecture contradictoire, même pas ouvert les études de phase 3, rien. Voilà, on lui a dit, l'administration lui a dit que c'était bien, que c'était conseillé, et donc voilà, elle distribue des flyers et applique un maximum d'adolescents avec ça. Mais voilà, il n'y a pas aucune autre réflexion derrière. Donc je trouve ça très bien qu'on responsabilise les médecins. Vous décidez de faire ça, vous allez être responsable de vos actes, et ce sera déjà une première chose. Évidemment, il faudrait aussi que l'industrie pharmaceutique soit responsable à un moment, mais il n'y a aucune raison de laisser les médecins en dehors de la responsabilité. C'est trop facile, c'est vrai, tu as entièrement raison. Alors après, une fois que la personne, donc si jamais le médecin ne fait pas remonter le problème, parce que c'est pas à lui de décider qu'il y ait un lien ou pas, en fait. C'est s'il y a quelque chose qui se passe, on doit faire remonter. C'est ça, normalement, qui se passe, la réalité de la loi, sauf que c'est pas appliqué parce qu'ils vont tout de suite estimer qu'il n'y a pas de causalité et donc il faut pas la faire remonter. Alors qu'en fait, qu'il y ait causalité ou pas, on fait remonter. Et après, s'il y a un signal qui apparaît au niveau de la pharmacovigilance, là, il y a une enquête qui doit arriver et qui viendrait montrer qu'il y a un lien de causalité. Ça va être compliqué parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais en tout cas, qu'il y a un lien fort entre l'acte de vacciner et les dommages qui ont été qui ont impacté la personne. Et donc toi, tu expliques aussi que la personne elle-même peut faire remonter les choses. Donc, on ne sait pas forcément le médecin qui fait. On peut soi-même aller sur le site. Alors, je me souviens plus, je crois que c'est sur la NSM, il me semble. J'ai plus le site là sur moi. Oui, c'est ça, je rappelle. Mais après, on peut retrouver dans Google, on met déclarer un effet indésirable d'un médicament et puis on retrouve le lien. Donc c'est en effet une déclaration sur Internet. Et tu as raison de rappeler que normalement, on ne demande pas au médecin de déjà juger de la causalité. Il a distribué un médicament, un vaccin, peu importe. La personne en face de lui, est malade a posteriori. Il faut qu'il fasse une déclaration au moindre soupçon de lien entre les deux, pas en se disant non, c'est pas ça. Parce qu'en effet, ce qui va apporter un lien, c'est aussi le fait qu'il y ait plusieurs informations qui remontent en même temps. Il y a eu des gros problèmes avec le substitut de Levothyrox, là, il me semble, dernièrement. Bien, quand c'était surtout des femmes à qui on a enlevé la thyroïde, se sont mises à remonter tout en même temps. Vraiment, on se sent pas bien.
sans qu'elles soient même prévenues que la formule avait changé, elles ne le savaient pas. Elles sont remontées tout en même temps, ça c'est un énorme signal. Voilà, l'information n'est même pas connue des personnes, elle remonte tout en même temps, tout ça, ça remonte avec les fatigues, c'est mal supporté, c'est un signal fort. Et si les médecins se mettent à ne pas le faire en disant non, mais ça ne doit pas être ça, machin, évidemment, on ne verra pas le signal et on ne pourra pas réagir. Donc il y a vraiment voilà, de la part des médecins qui ne font pas ce travail-là, il y a vraiment une incompréhension de quel est leur rôle à ce niveau-là et une méconnaissance du danger que ça amène, quoi. Le but, c'est pas qu'ils soient déjà juges, c'est de faire remonter et ensuite on décide et on voit. C'est ça, parce que s'il n'y a rien qui remonte, la pharmacovigilance ne va pas être inquiétée parce qu'ils se disent il n'y a rien qui remonte, donc c'est que tout se passe bien. Voilà. Alors après, donc malgré tout, malgré ces difficultés à faire remonter, il y a quand même la base de pharmacovigilance européenne a quand même fait apparaître pas mal de problématiques, on va dire, associées au vaccin. Il est comment ce signal par rapport aux autres vaccins ou par rapport à ce qui s'était passé précédemment? Mais les plus forts, on a pu comparer le nombre de déclarations qu'il y a eu pour les vaccins Covid-19. Donc, ils ont débordé. Hein. Dès qu'il y a eu les vaccins qui sont sortis, il y a eu un déferlement de déclarations et on les a comparés aux déclarations qu'il y a pour les vaccins antigrippaux. Et il y a vraiment une différence qui est nette. Je l'ai mis dans le livre, c'est de l'ordre de 100 fois plus, quelque chose comme ça. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup plus de déclarations qui sont apparues. Le nombre de déclarations par dose distribuée est beaucoup plus important pour les vaccins Covid que pour les vaccins antigrippaux. Ce qui veut dire qu'on n'arrive pas à trouver le moindre argumentaire qui pourrait sauver le fait que les autorités ne se soient pas intéressées au vaccin Covid-19. On n'a jamais vu autant de déclarations pour un produit qui arrivait tous en même temps, avec des choses graves. Les déclarations sont arrivées tout de suite. Je rappelle dans le livre que les premières traces qu'on a de mise en garde contre les vaccins Covid-19, c'est fin 2020, première semaine de vaccination dans les EHPAD, où il y a un écrit qui remonte de la pharmacovigilance vers la Direction générale de la santé, avec, attention, on a un mort confirmé, plus 8 morts suspects à la suite de la vaccination. Première semaine. Donc, c'est-à-dire que les autorités savent, mais immédiatement, que ça va poser problème et qu'il y aura des dégâts dans la population. Et là, il y a un choix qui est fait, immédiat, qui est maintenant, tout le monde se tait. On ne veut plus entendre, il n'y a plus une mouche qui vole, quoi. On ne veut rien entendre. C'est surefficace. On poursuit la campagne et on pique tout le monde. Et voilà, c'est un rouleau compresseur qui se met en marche et on ne l'arrête pas. Donc voilà, même malgré tous les problèmes de pharmacovigilance, le signal a fonctionné, mais il n'a pas été écouté. Hein. C'est comme si, voilà, il y a quand même une petite alarme. C'est même pas une petite, hein, une vraie alarme qui a été déclenchée, mais non, clac, on s'en fiche complètement, on poursuit. Alors, j'ai une question quand même. Est-ce que ça veut dire pour autant que les vaccins Covid pourraient être considérés comme plus dangereux ou plus toxiques que les vaccins antigrippaux? Les vaccins antigrippaux, on ne les distribue pas à toute la population. Donc, c'est difficile de dire. Quand je montre dans les statistiques, on voit bien une hausse de mortalité. Quand on a lancé la grande vaccination antigrippale de 2020, il n'y avait pas de vaccin Covid. Alors, les gens se sont, en octobre-novembre, là, les gens se sont rués sur les vaccins antigrippaux. On n'avait jamais distribué autant. C'est écrit dessus que ça rend malade les gens, hein, sur la notice. Hein. Il suffit de savoir lire le français. Hein. Vous ouvrez, c'est écrit que ça rend malade. Et on a bien une hausse de mortalité qui démarre. Bon, faut dire aussi que c'est une période où, pendant qu'on vaccine les plus âgés, on dit le Covid tue tout le monde, on ne sait pas le soigner. Alors du coup, si jamais on a un vieux qui tousse, le mieux c'est de l'accompagner vers le décès avec du médicament palliatif par exemple. Il y a un petit décret Rivotril qui sort à ce moment-là. Donc il y a tout un tas de raisons qui peuvent faire qu'on a une hausse de mortalité à ce moment-là. Et on ne connaît pas la raison exacte. Mais on voit bien qu'il y a quand même une hausse de décès. En revanche, on n'est pas tout à fait sur la même population. On est quand même sur les plus de 65 ans en écrasante majorité. Où là, pour les vaccins Covid-19, on a vu une hausse de mortalité chez les moins de 40 ans, hein, chez les 20-40 ans qui ont été vaccinés en masse, et ils ont une hausse de mortalité, qui est une population que normalement qu'on vaccine pas d'habitude à grande échelle comme les vaccins antigrippaux. Donc c'est la limite de la comparaison, quoi. Les personnes âgées qui meurent à la suite d'une vaccination antigrippale, bon, c'est l'hiver, c'est des personnes âgées, on ne fait pas forcément de déclaration. Là, quand c'est un jeune, les familles ont tendance à se plaindre. Hein, quand il y a un jeune de 25 ans en parfaite santé qui décède subitement parce qu'il fait des thromboses, des AVC, un arrêt cardiaque,
c'est rare que la famille se dise ah oui c'est l'âge, donc voilà c'est une mort naturelle. Il n'y a pas grand monde qui se dit que c'est une mort naturelle. Donc ça peut avoir un impact aussi sur le fait qu'on ressent plus les effets de la vaccination. Puis il y a peut-être d'autres effets que je ne sais pas mesurer. Il y a tout un tas de personnes âgées, par exemple, qui sont sous anticoagulants. Quand on se plaint tout le temps, hein, c'est-à-dire de manière générale, quand une des plaintes qu'il y a eu contre les vaccins, ça a été des formes de coagulation dans le sang, quand la personne est 24 heures sur 24 sous anticoagulant, il y a peut-être moins de chances que ça fonctionne. Et donc, si tous les vaccins ont ce problème-là, mais qu'on vaccine que les personnes âgées qui sont sous anticoagulants pour une bonne partie d'entre eux, peut-être qu'on voit moins les problèmes, parce que c'est un peu comme s'ils prenaient un poison et le contre-poison en même temps. Alors que vous faites ça à une population jeune qui ne prend pas d'anticoagulants, eux, ils se prennent de plein pot les caillots de sang, quoi. Bon, il y a plein de choses, c'est une possibilité qui font que il y a plein de possibilités qui peuvent faire que sur des populations jeunes qui sont pas sous médicaments, sous d'autres choses, sous régulateurs, eh bien on peut avoir des dégâts qui sont pas réglés, alors que les populations âgées, eux, si. Bon, et puis aussi le fait que les populations âgées, quand elles décèdent, tout le monde trouve ça normal, on déclare rien. Ouais, intéressant en tout cas cette hypothèse que une partie des personnes âgées sous traitement anticoagulant aient pu être protégées par ces médicaments de certains effets secondaires des vaccins Covid. Et alors après, j'aimerais que tu nous expliques un peu comment tu as fait pour calculer la mortalité qu'on pourrait associer aux vaccins eux-mêmes. De deux manières. La première, c'est on prend la pharmacovigilance, on écoute ce que dit l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique dit deux choses. Elle dit quand quelqu'un déclare un effet indésirable, j'utilise la loi qui me dit c'est pas moi, voilà. Vous n'avez pas le droit de me dire que c'est moi. Vous devez prouver que c'est moi, sinon voilà. Il avait 25 ans, il était en parfaite santé, sportif. Il fumait pas, il buvait pas, voilà. Il meurt 24 heures après sa vaccination. C'est quand même pas moi. Vous pouvez pas le prouver, c'est sûrement autre chose, voilà. Donc ça, c'est une première chose que fait l'industrie pharmaceutique. Mais elle fait une deuxième chose aussi. C'est qu'il y a eu des études sur le recours à la déclaration de pharmacovigilance, c'est-à-dire est-ce que les gens font l'effort de la déclaration, et ça a été montré plein de fois que c'est extrêmement sous-estimé, c'est-à-dire que les gens ne déclarent pas, que les médecins ne déclarent pas ou très peu. Et donc l'industrie reconnaît, par écrit, dans ses présentations, dans ses déclarations, que quand il y a un effet indésirable qui est remonté, ça veut dire qu'il y a le nombre d'effets réels, c'est x10. Voilà, ça c'est ce que reconnaît l'industrie. Les experts qui sont pas payés par l'industrie disent qu'il faudrait peut-être plutôt faire x20 voire x100 tellement quand on trouve des études sérieuses on voit que les gens déclarent rien. Mais voilà, l'industrie dit non x10, faisons x10. En Europe, il y a aujourd'hui quelque chose comme 30 000 morts de déclarés en pharmacovigilance après la vaccination Covid-19. C'est-à-dire que l'industrie nous regarde en disant oui, probablement 300 000 décès, quoi. On part sur ce chiffre de 300 000. Ce qui peut paraître énorme, mais qui pour l'industrie pharmaceutique, par rapport à ce qu'ils font toute l'année, tout le temps, c'est pas non plus, voilà, c'est pas colossal. L'industrie pharmaceutique est considérée comme une des premières, des médicaments correctement pris, c'est une des premiires causes de mortalité au monde. Voilà. On parle même pas des overdoses, machin. Voilà. Dans les pays occidentaux, c'est la troisième cause de mortalité reconnue. Après, oui, c'est ça. Et les accidents cardiovasculaires. À condition de ne pas considérer que les accidents cardiovasculaires ne sont pas des causes elles-mêmes de médicaments pris par les gens qui les empoisonnent toute l'année. Bon, bref, on peut passer ça. Mais du coup, ça, c'est un premier calcul. Deuxième calcul. 2 secondes, je reviens juste sur ce que tu as dit pour que les gens comprennent bien. C'est dans le cadre de traitements pris correctement et de protocoles appliqués à la lettre. On ne parle pas d'erreur médicale, là. On ne parle pas d'erreur, oui. Il y a des bouquins qui sont sortis dessus sur le nombre de décès qui peuvent être imputés à la prise de médicaments. Oui, ça fait un peu polémique il y a quelques années. Bon, on oublie assez vite. Mais oui, c'est un sujet très connu. On parle de iatrogénicité, de décès iatrogène. Ça veut dire causé par la médecine, mais sans même parler d'erreur. Donc ça, c'est une première estimation reconnue par l'industrie pharmaceutique. Donc bon, voilà, que dire de plus? Et deuxième estimation, c'est que j'ai calculé le nombre de décès qu'il y a toutes les semaines pour tous les pays d'Europe qui donnent les données et toutes les tranches d'âge. Donc ça fait un paquet de courbes, si vous voulez. Et j'ai prolongé dans le temps ces décès du passé pour estimer ce qu'il aurait dû y avoir dans l'avenir. Et bon, ce sont des courbes qui fonctionnent assez bien.
Sauf quand il se passe certains des événements, et notamment, on remarque que pendant les périodes de vaccination, il y a des hausses de décès qui ne sont pas prévues, qui n'auraient pas dû être là. Et si je calcule le nombre de décès en trop qu'il y a après les campagnes de vaccination partout en Europe, pour toutes ces tranches d'âge et tous ces pays, je retombe en gros sur le 300 000 morts par le premier calcul. Donc ça veut dire que j'ai deux sources de manière de compter qui sont complètement différentes, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais qui semblent assez cohérentes, ce qui fait que ça me paraît être une estimation qui est assez correcte. Donc là, juste les 300 000 morts, c'est les 300 000 morts en excès sur les périodes spécifiques de vaccination. Hein. Post-vaccination. Post-vaccination. Donc ça veut dire c'est sur 2 années, du coup, c'est sur combien de temps? Oui, et ce que je montre, c'est que pour les plus âgés, j'ai une surmortalité qui va durer pendant 1 à 2 ans maximum, c'est-à-dire dose 1, 2, 3, 4 pour les plus acharnés. Mais on va y avoir des décès qui vont être, on va dire, relativement rapides. J'ai pas de voilà, les gens qui sont malades, les personnes âgées quand elles tombent malades, si elles tombent malades et qu'elles n'ont pas de chance, elles vont décéder relativement rapidement. Alors que chez les jeunes ont plutôt reçu les vaccins dose 1, 2, 3 un petit peu, mais on va avoir des décès pendant un peu plus longtemps. La surmortalité va durer un peu et diminuer, ce qui peut donner comme hypothèse que les plus jeunes, empoisonnés assez durement par la vaccination, il y en a qui vont tomber malades fort, qui vont survivre quand même à l'effet indésirable qui leur est arrivé. Certains vont d'ailleurs tomber dans, on va dire, la médecine moderne qui va les sauver et ne pas y arriver. Comme ils sont solides, ça va durer un moment, mais ils peuvent quand même décéder dans les 1, 2, peut-être voire 3 ans après. Et quand j'ai fini d'écrire le livre, la mortalité même des jeunes était quasiment revenue à la normale. Ce qui est une preuve supplémentaire de causalité. C'est-à-dire que s'il y avait eu des morts tout le temps pendant très longtemps, on aurait pu me dire ton modèle est pourri. Il estime mal la mortalité puisque tu comptes tout le temps trop de morts. Ce qui est arrivé à certains instituts qui ont dit hécatombe en 2020, avec notre modèle c'est une hécatombe en 2020, puis année 2021 toujours une hécatombe, 2022 toujours une hécatombe, 2020 toujours une hécatombe. Du coup c'est à moi pour questionner le modèle quoi. Il faut qu'à un moment le modèle retombe à la normale pour dire qu'il y a une bosse en trop. Et donc moi mon modèle il retombe à la normale et on est quasi pour il reste que les jeunes à la fin qui ont encore une petite surmortalité du coup on est en 2023 et il faudrait que d'ailleurs l'année 2024 étant terminée, il faudrait que je finisse de refaire le calcul pour voir si c'est complètement revenu à normal et auquel cas ça veut dire que toutes les tranches d'âge sont revenues à normal, ça veut dire qu'il y a bien eu une bosse, c'est-à-dire une surmortalité pendant une période qui est parfaitement définie et qui confirme, c'est-à-dire définie par la période de vaccination quoi. On lance une période de vaccination, on a une hausse de mortalité qui traîne un petit peu, après on revient à la normale. C'est une preuve supplémentaire de causalité. Et donc vraiment, on a tous les indices qui sont là. Ok, alors je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Est-ce qu'on peut réussir à séparer les morts dues au vaccin des morts dues à l'attaque sociétale de ces mesures présentées comme sanitaires qui créent un stress énorme et qui peuvent aussi tuer parce que quand on est dans une situation où on n'a plus le droit de voyager, on ne peut plus sortir avec ses copains, on n'a plus le droit de faire du sport si on n'a pas un pass vaccinal à jour, et ben peut-être que ça peut créer un stress tel que, alors je ne parle pas que des jeunes, c'est l'ensemble de la société, et c'est d'ailleurs les plus âgés qui vont le plus souffrir de ça, même si les jeunes aussi vont en souffrir. Est-ce que tu as essayé de séparer ces deux choses-là? Alors d'une certaine manière, c'est fait quasiment de manière automatique, puisque les campagnes de vaccination par âge sont à des moments différents. Les plus âgés ont été très nombreux à se vacciner très tôt, et là on a une vraie bosse de mortalité chez les plus âgés. Ensuite, notamment en France, ça a commencé toute fin 2020 et puis ensuite début 2021, janvier, février. Là, on a une belle bosse de mortalité qui a rien à faire là, qui est beaucoup plus grande que ce que laissait présager l'hiver et qui correspond vraiment à la période de vaccination. Ensuite, on a vacciné les personnes un peu moins âgées, donc on va dire les retraités, mais jeunes retraités, autour de mars-avril. Et donc là, on a une vraie bosse de mortalité rien que pour eux. Et donc, il n'y a pas, les gens ne sont pas soumis à des lois particulières. On lance les campagnes de vaccination. Et ensuite, la bosse qui a concerné les jeunes, elle est plutôt autour de juillet, au moment du pass. Du coup, là, tu pourrais me dire, oui, mais c'est le pass qui les stresse, sauf que le pass, du coup, ne stresse pas les plus âgés. C'est marrant. Enfin, c'est-à-dire qu'on a des décalages dans le temps, des décalages temporels de mortalité qui sont en lien direct avec les campagnes de vaccination, mais pas en lien direct avec la coercition qui est le moment du pass vaccinal.
Voilà, donc a priori, j'ai pas de raison d'accuser des lois coercitives plutôt que les vaccins. Ok. Et si on revient à la France, parce que tu as cité ce chiffre de 290 000, 300 000 morts des vaccins à l'échelle européenne, pour la France, ça ferait combien? Alors pour la France, il faudrait pouvoir distinguer par tranche d'âge. Je crois que j'ai distingué, je vais redire combien ça fait. En gros, bon, je peux peut-être montrer un graphique. Ouais. Hop. Ça se voit très bien chez les jeunes parce que chez les plus âgés, il y a eu voilà, la panique, la panique Covid-19. On en a parlé plusieurs fois avec le Rivotril, les confinements, tout ça, qui ont apporté leur lot de mortalité, alors que chez les jeunes, on n'a pas de surmortalité qui arrive avant la campagne de vaccination. Donc on a vraiment, voilà, chez les jeunes, ça va bien, sauf à partir du moment où on les vaccine. Du coup, ça se voit très très bien chez eux. Hop, je vais partager mon écran, tu me dis si on le voit. Ouais. Alors, ici, on a le nombre de décès qu'il y a tous les mois en France chez les 18-39 ans. Donc, c'est des données de l'INSEE. On peut aller les chercher, on les télécharge et puis on refait ce graphique-là. Ce que j'ai fait, c'est les barres bleues qui sont par mois et les pointillés, c'est mon modèle. Le modèle, il prend en compte le nombre de 18-39 ans qu'il y a, et même par âge précis, il prend tout en compte, parce qu'évidemment, si, comme on décède un peu plus à 39 qu'à 18 ans, si au bout d'un moment, il n'y a plus que les 39 ans et plus de 18 ans, la mortalité augmente. Donc, mon modèle prend tout en compte, et il regarde la tendance des dernières années, donc mois par mois, ce qui fait que on se rend compte d'ailleurs que chez les jeunes, il y a plutôt un peu plus de mortalité l'été que l'hiver. Donc, je suppose que c'est l'été un peu plus accidentogène que l'hiver chez les jeunes. Chez les plus âgés, c'est l'inverse. Ouais. C'est l'hiver où il y a le plus de morts, mais chez les personnes âgées, c'est plutôt les chutes de température, les changements brutaux de temps qui fait, quoi. C'est l'environnement, à mon avis, qui joue plus que le comportement. Mais passons. Et donc voilà, donc mon modèle en pointillé, vous voyez que il suit très bien sa tendance. Et puis qu'en 2020, qui est l'année de la grande hécatombe, là où le virus qui ravage l'humanité, il se passe absolument rien chez les jeunes. L'année 2020 est ici, donc la courbe suit très bien ses pointillés. Et en revanche, à partir de l'été 2021, donc très légèrement avant l'été, la campagne de vaccination chez les jeunes, on va dire de vaccination volontaire, c'est mai-juin 2021. Donc on commence déjà à avoir un petit peu de mortalité. Puis ensuite, c'est le pass sanitaire en juillet où on vaccine tous les jeunes. Et donc là, vraiment, on a une très grosse surmortalité qui arrive chez 18-39 ans. Qui s'explique pas par une brutale augmentation de la population, ça n'existe pas. Un brutal vieillissement des gens d'un coup, non, pas d'un mois sur l'autre, ça marche pas non plus. Et on n'est que sur les 18-39 ans, donc vraiment, il n'y a aucune explication de pourquoi tout d'un coup les jeunes se mettent à mourir. Et tu vois là, ça traîne. C'est-à-dire que il y a tous les mois, on a trop de morts. Alors le trop de morts, il commence à diminuer. Pour mieux le voir, je vais le montrer sur le graphique suivant. Je vais regarder que ce qu'il y a au-dessus des pointillés. Donc, quand c'est sous les pointillés, je montre rien. Ça donne ça. Donc, ça, c'est le graphique du haut. Donc, ça, je montre ce qu'il y a. J'ai pris un intervalle de confiance, du coup, de façon à pas trop en montrer non plus. Si on est qu'un tout petit peu au-dessus des pointillés, on va dire que ça compte pas. Et en prenant un intervalle de confiance, ça fait que mon modèle est très bon parce que voilà, on voit quasiment rien avant. Et en revanche, voilà, à partir de 2021, campagne de vaccination, bim. Le nombre de vaccins distribués chez les 18-39 ans, je l'ai mis en dessous en France. Ouais. Vous voyez, ça correspond très bien. Et on a vraiment trop de morts tous les mois pendant les grandes campagnes de vaccination. Et puis ensuite, ça s'estompe un peu. Voilà, il y a même des mois où on voit plus. Et puis plus ça va, moins il y en a. Donc voilà, c'est là où au fur et à mesure que le temps passe, on sent que la mortalité des jeunes elle a tendance à revenir à la normale et à retomber à zéro. Et donc ce qui montre que c'est vraiment la campagne de vaccination qui a fait ça. Et donc, vous voyez que selon les mois, on a des jeunes de 18-39 ans qui meurent trop en France. On va en avoir jusqu'à une petite centaine par mois. J'avais fait le calcul, je crois qu'en gros, ça doit faire quelque chose comme 1500 jeunes sur 3 ans qui sont décédés en trop par rapport à d'habitude. Donc, alors que d'habitude, tous les mois, vous voyez, c'est à peu près, on va dire, c'est à peu près 800. Donc, 800 fois 12, ça fait 9 000. On va dire il y a 10 000 morts par an chez les jeunes, 30 000.
Et normalement, on a 30 000 décès sur 3 ans, et là, on en a 1500 en trop, pile depuis la vaccination. Ce qui fait que c'est pas une hécatombe, hein, c'est pas les jeunes ne tombent pas comme des mouches, mais c'est suffisamment important pour se voir en statistique. Ok. Donc, tu disais, donc je reviens aux chiffres, pour qu'on fasse un peu une synthèse, disons, de où on en est par rapport aux chiffres des morts qu'on peut associer de façon assez... Enfin, on peut parler de causalité même entre l'acte de la vaccination et la mort. Donc, pour la France, tu as dit, ça serait quoi le chiffre? Ça va se compter en dizaines de milliers. J'ai plus le chiffre exact, il faudrait que je ressorte tous les âges, mais en gros, c'est ça. Ça se compte en dizaines de milliers. Dizaines de milliers sur 3 ans, sachant qu'il y a environ 600 000 morts par an, il me semble, en France, c'est ça? Je sais plus. Oui, c'est ça. Voilà. Donc on peut le mesurer, on le voit, mais c'est pas l'hécatombe, comme tu dis. Oui, personne ne peut dire que, on va dire, dans son entourage proche, il a vu un effet significatif de la mortalité vaccinale. Voire connaître un décès, 2 peut-être, c'est possible, qui sont causés par des vaccins. En revanche, ça va pas être plus, vu la proportion de personnes, le nombre de décès surnuméraires qu'on voit en trop, quoi. D'accord. Donc, il faut pas non plus sombrer, on va dire, dans la panique et dire que tous les vaccinés vont mourir. C'est pas le cas du tout. Et même aujourd'hui, vu ce qu'on voit des courbes, il faut arrêter de faire peur aux vaccinés. Même ceux qui sont tombés très malades et qui sont très malades. C'est très malheureux pour eux, mais j'ai aucune trace qui montrerait qu'il y aurait une hécatombe future des vaccins. Ça tend à retomber à la normale, ce qui donne plutôt l'impression que quand on se fait empoisonner, le corps finit par s'en débarrasser, quoi, au mieux. C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus minimiser la capacité du corps, malgré tout, à guérir et à surmonter l'impact d'une injection d'un produit toxique. C'est possible, malgré tout. J'aimerais qu'on passe maintenant à un autre chapitre très, très intéressant, où tu parles là de fécondité et de l'impact de la vaccination sur les femmes enceintes, les bébés, les naissances. Là, il y a des choses vraiment assez incroyables que tu as découvertes. Oui, il y en a. C'est la première chose, c'est même pas moi qui l'ai découverte. J'ai refait les calculs parce que ça me paraissait tellement énorme. Je vais le remontrer. Alors, partager mon écran. C'est Christine McQuay qui l'a trouvé sur ce graphique-là. C'est toujours en téléchargeant des données de l'INSEE. C'est sur cette courbe-là représente le nombre de décès qu'il y a chez les enfants qui décèdent dans les 48 heures après la naissance, ce qui est souvent signe de grands prématurés. Quand un bébé naît trop tôt, malheureusement, il y en a un certain nombre qu'on va perdre du fait qu'il ne soit pas encore tout à fait prêt. Et donc, voilà, il n'y a pas que ça, mais c'est souvent ça. Et donc là, ce qu'on voit, c'est le taux d'enfants morts à moins de 48 heures de la naissance pour 1000 naissances en France, selon le mois. Et on voit là, ça oscille autour de entre 1,2 1,4. Et puis, c'est assez régulier en France. Et puis là, en petit pointillé rouge tout droit, on représente le mois de mai 2021, dans lequel le gouvernement décide qu'il faut vacciner toutes les femmes enceintes. Et juste derrière, on a un pic qui est colossal de mortalité néonatale précoce. Donc d'enfants qui meurent dans les 48 heures. Et donc ça, très clairement, c'est le signe de prématuré, quoi. C'est-à-dire qu'on vaccine des femmes enceintes, ça les rend malades. Il y en a qui accouchent. Et parmi celles qui accouchent, il y en a, ça doit bien se passer, heureusement. Et puis il y en a, le bébé n'est pas prêt, quoi. Et donc, j'ai déjà entendu ça, des sages-femmes qui parlaient, qui disaient que dans les services, on disait la vaccination, ça passe ou ça casse. Voilà. Voilà ce que ça a donné. Et ça, c'est vraiment une statistique nette. Et on n'est pas le seul pays à l'avoir. Il y a l'Écosse aussi. Il y a Israël qui avait publié des choses. Donc vraiment, c'est un signe qui est extrêmement fort. Le petit pointillé rouge horizontal, ça montre, c'est ce qu'on appelle la très grande surmortalité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance que ce pic soit dû au hasard. C'est pas possible. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le passé. Et donc, ça peut pas être le hasard. Il y a forcément une cause. Et cette cause-là, quand vous avez le trait de la vaccination des femmes enceintes, vous l'avez. C'est même pas la peine. Vous pouvez vous amuser à chercher plus, mais c'est tellement évident que ça saute aux yeux. Tu veux passer aux naissances ensuite, à la fécondité? Non, je voudrais bien te dire un mot aussi sur le B-Fortus que tu repères sur la mortalité. Alors, je ne sais plus à quel moment, en septembre 2023, il me semble, c'est ça. Bon, après, on peut parler, il y a plein de choses à dire, de toute façon, sur
Oui, ça a été relevé aussi au niveau du CSI, et Christine Macquoy et Hélène Banoun en ont parlé. Il y a aussi une hausse de mortalité, mais cette fois-ci, c'est pas les mortalités dans les 48 heures de vie, c'est plus tard. C'est une mortalité qui a lieu dans les premiers mois, mais pas dans les 48 heures de vie. Ce qui veut dire que c'est pas des prématurés. C'est une autre mortalité. Et du coup, c'est vraiment intéressant, même si c'est dramatique, de montrer que c'est pas les 48 heures de vie, c'est après. Et ça veut dire que c'est un acte qui est fait post-naissance. Et quand il lance le Beyfortus, donc on est, je crois, en septembre 2022 ou 3, je sais plus. 23, je crois. Et on a vraiment, elle repère un pic de mortalité infantile qui est pareil, qui se voit comme le nez au milieu de la figure et qui concerne pas les mêmes âges, ce qui veut dire que c'est pas les mêmes causes. Et encore une fois, tout est cohérent puisque ça correspond au moment où voilà, ils sont en train de vacciner. Alors, je crois que c'est oral, ce truc-là. Mais voilà, avec le Beyfortus, et ça remonte. Enfin, voilà, on a des données qui sont juste hallucinantes, tellement ça marche. Donc, ils ont essayé de tirer la sonnette d'alarme à ce sujet. Parce que les techniciens le rendent obligatoire. Donc, je crois que c'est pas obligatoire pour le moment. Je me demande à quel point ils le font en demandant aux familles leur avis ou à quel point tout le monde est informé. Mais voilà, ils mettent la pression en disant que s'ils ne le font pas, leur enfant va mourir, etc. À des parents qui sont en état de grande vulnérabilité, puisqu'il y a un tout petit qu'ils accueillent dans leur famille. Donc, la femme est très fatiguée, le mari est l'homme est sur les nerfs, etc. Donc, c'est un moment où ils sont vulnérables. Et on leur tombe dessus en disant si vous ne donnez pas le Beyfortus à votre enfant, vous êtes de criminels, etc. Donc, forcément, ils cèdent et le petit reçoit le Beyfortus. Et puis, il y en a une petite partie, malgré tout, qui va mourir de ça. Voilà. Donc ça, c'était des pics de mortalité exceptionnels en septembre et en octobre 2023, soit exactement pendant la période d'injection du Beyfortus. Voilà. Donc voilà, effectivement, d'après les données et les graphes de Christine Macquoy. Alors oui, donc après, il y a d'autres choses que donc des taux alors, on a parlé des enfants. Non, tu n'as pas encore parlé des enfants nés sans vie. Donc là, c'est un peu plus difficile parce que les statistiques ne sont pas toujours claires. Hein. En disant que pour pouvoir montrer des enfants qui décèdent, il faut qu'ils soient nés vivants et enregistrés comme étant nés vivants. Et donc, c'est la limite des statistiques. Et en France, on a même une exception dans la loi, et c'est ce que je montre. Il y a eu des changements de définition sur qu'est-ce qu'un enfant né vivant. Et en France, on n'applique pas les mêmes normes qu'ailleurs en Europe. Ce qui fait que c'est une statistique qui est difficile. Voilà, j'ai un peu tendance à dire dans mes vidéos, la démographie, c'est facile, les gens ils sont soit vivants, soit morts, sauf à la naissance, parce que y a des règles qui sont plus ou moins appliquées pour considérer qu'un enfant est vivant. Et on n'a absolument aucune statistique sur ce qui va être considéré, par exemple, comme une fausse couche. On n'a rien de propre. Et donc, si on veut pas montrer des enfants qui décèdent à la naissance, eh bien, une manière de faire, c'est de les considérer comme étant nés sans vie, parce que là, du coup, il y aura pas de déclaration à l'état civil, il y aura pas de déclaration de mortalité, et donc on les verra pas dans les statistiques de mortalité. Et il y a Christian Perron qui a témoigné plusieurs fois, en se faisant enregistrer, en l'écrivant, que voilà, il y avait eu des consignes de passé après la vaccination Covid et qu'ils ont vu les dégâts, de bien dire dans les maternités, n'enregistrez pas les prémas comme étant vivants, enregistrés comme étant nés sans vie, de façon à ce qu'on n'ait pas de statistiques de mortalité. Voilà. Donc Christian Perron l'a dit plein de fois. Il s'est jamais fait attaquer pour ça, pour mensonge ou pour quoi que ce soit. Voilà. Donc si jamais la consigne a vraiment été donnée, ça nous a rendu aveugles et on ne connaît pas. On a vu les dégâts au mois de juin 2021 parce que la consigne n'avait pas été passée. S'ils n'ont pas passé la consigne après, on ne voit plus rien. Mmh. Alors, je voulais afficher un message que met Marie. À mon époque enceinte, on nous conseille de ne prendre aucun médicament. Actuellement, on vaxe. Cherchez l'erreur. Ça, c'est quand même un sacré changement depuis la période de Covid. Maintenant, c'est open bar. Hein. La femme enceinte, c'est tous les médicaments, tout y passe, toutes les injections. C'est assez incroyable. Et alors, il y avait aussi quelque chose, il me semble, alors j'ai un doute, que tu regardes aussi la natalité. Non? À moins que je me trompe. Oui. La natalité. Et là, il y a quand même des choses énorme qui se passe. Là, on vit une période assez incroyable. Oui, tout à fait. Alors, il y a tout un tas d'instituts qui montrent ça. Ça fait même la une des médias. Il y a la taux de natalité qui s'effondre en Europe. Et voilà, tout le monde trouve ça normal. Alors, il y a tout un tas de pays qui ont une natalité, une fécondité en baisse. Hein. Le taux de fécondité, c'est le nombre d'enfants par femme.
il y a tout un tas de pays pour qui ça baisse, la France y compris, mais plein d'autres. Mais il y a aussi d'autres pays qui étaient stables. Et là, il y a un effondrement général. Et donc, tout le monde y va de sa petite explication. Hein. C'est la peur de la guerre en Ukraine, c'est, je sais pas, la menace climatique, l'effondrement économique, mais alors jamais le vaccin. Ça, c'est sûr que c'est pas le vaccin. D'ailleurs, on est tellement sûr qu'on va pas regarder. Comme ça, c'est sûr que c'est pas ça. Bon, moi, j'ai regardé évidemment. Donc là, j'ai montré le Danemark. Le Danemark, ça se voit vraiment comme le nez au milieu de la figure parce qu'ils ont une natalité qui est extrêmement stable. Là, les barres qu'on voit, les barres grises, c'est le nombre d'enfants qui naissent au Danemark. Donc j'ai mis depuis 2018, mais vous pouvez remonter avant, c'est vraiment très stable. Donc il y a un peu plus d'enfants danois qui naissent, je crois que c'est à l'été et un peu moins en hiver, donc ça fait des courbes comme ça. Ce que j'ai mis la courbe verte, c'est encore une fois, c'est le modèle, c'est-à-dire que je me réfère au passé. Je fais attention à la population, à l'âge des femmes, parce qu'évidemment la fécondité c'est par âge, hein, tout ça. Donc je projette en prenant en compte tous les paramètres et je calcule la tendance et je regarde ce qui se passe dans l'avenir en fonction de la tendance du passé. Et là vous voyez que il y a vraiment un effondrement qui a eu lieu de l'année de la natalité à partir de début 2022 au Danemark. Bon, du coup, de manière parfaitement innocente, j'ai placé donc la courbe, celle que j'ai colorée en noir. C'est le mois à laquelle il y a eu la grande campagne de vaccination des jeunes au Danemark, donc des jeunes en âge de faire des enfants, notamment les jeunes femmes, mais aussi les jeunes hommes. Du coup, en noir. Et on voit quoi ? À partir du moment où on vaccine massivement les jeunes, eh bien, l'effondrement de la natalité a lieu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois plus tard, tout pile. Voilà. Incroyable. Voilà, quand il y a un effondrement de la natalité, il faut qu'on se pose la question de ce qui s'est passé 9 mois avant, c'est-à-dire au moment de la conception, puisque la gestation humaine, c'est 9 mois. Et il se trouve que 9 mois avant l'effondrement de la natalité, c'est la vaccination anti-Covid. Et ça marche à peu près pour tous les pays d'Europe. Pour la France, ça marche un tout petit peu moins bien. Il faut faire un effort de compréhension parce qu'en fait, en France, en 2021, il y a vraiment un regain de natalité. Voilà. Donc, quand on est en 2022, il y a un effondrement par rapport à 2021, mais pas par rapport à 2020. Ensuite, c'est après, en passant 2022 puis 2023, que ça continue de s'effondrer. Mais il y a bien une baisse à partir de 2022 relativement à la belle hausse qu'on avait eue en 2021. Donc, on peut faire pas semblant en France, on peut faire semblant de pas le voir si on veut. Au Danemark, on peut pas. C'est pas possible de louper la vaccination. Ok. Alors après, j'aimerais qu'on parle de ton 7e chapitre là sur les, 6e pardon, vaccination et autres effets indésirables, puisque donc on a parlé de la mort. On a parlé aussi de l'impact des vaccins sur les grossesses et donc les naissances de prématurés, les morts de jeunes enfants à la naissance ou bien juste après, et l'impact sur la natalité. Après, comme tu disais, le décès, c'est le cas le plus grave suite à un vaccin, mais il y a toute cette gamme de choses qui peut se passer entre le décès et la pleine santé après le vaccin, c'est toutes sortes de maladies. Qu'est-ce qu'on observe ? Là, on a des différentes statistiques à notre disposition. Bon, encore une fois, on se réfère à la pharmacovigilance, où on trouve tout un tas de choses. On trouve même la perte de règles, on l'a dit, qui est un signe de problème de fertilité qui se retraduit derrière par une baisse de fécondité, et tout ça, c'est cohérent. D'ailleurs, les problèmes d'aménorrhée commencent à être reconnus de manière assez générale. C'est dire rigolo qu'on fasse pas le lien, c'est-à-dire reconnaître un problème d'aménorrhée général dans la population, mais se dire que ça n'a pas de lien avec la fécondité, c'est un exercice qui est assez fort, de ne pas vouloir le voir. Et sinon, il y a tout un tas de choses sur les infarctus, sur des problèmes de cécité, etc. J'ai montré, on a une trace, elle n'est pas énorme, mais on voit une légère hausse quand même du recours au traitement d'oncologie à l'hôpital à la suite de la vaccination. La tendance augmente, c'est-à-dire qu'on avait une tendance du passé et on a une augmentation. Là-dessus, moi, je suis prudent parce que tout ça, c'est de l'interprétation. Je fais pas partie des gens qui disent qu'il faudrait que tous les vaccinés se fassent dépister des cancers pour se retrouver chez l'oncologue. Voilà. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent avec ça. Et que quand on voit une reprise des gens qui se dirigent tout droit vers des oncologues, il faut se poser la question de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils croient avoir. Si tout le monde se met à penser que tout le monde a des cancers, on va avoir une explosion des rendez-vous chez les oncologues et de détection de cancer partout.
Je suis pas sûr que ce soit souhaitable pour la population. Voilà. Donc, je montre ça avec prudence et je me méfie, en tant que statisticien, je veux dire, des effets voilà, je sais pas comment dire ça, mais de croyances ou de certitudes des gens qui vont influer sur le recours à des actes médicaux. Hein. Voilà. Donc, on voit des choses. Pour moi, la statistique la plus fiable, ça reste la mortalité. Voilà, puisque c'est vraiment quelque chose de brutal avec lequel on a du mal à tricher, sauf, encore une fois, pour les jeunes enfants, mais sur le reste, c'est vraiment fiable. Et puis aussi des problèmes de fécondité qui sont assez révélateurs. Donc, je parle quand même des autres problèmes, tout en restant prudent sur la totalité de ce qu'on trouve. Qu'est-ce que tu dirais, je pose la question parce que je sais qu'il y a plein de gens qui pensent ça, qu'est-ce que tu dirais de ces histoires de, je mets entre guillemets, turbo-cancer que certains associeraient au vaccin Covid? J'ai aucun doute sur le fait qu'il y ait des dégâts, puisque je le montre et que je montre suffisamment de décès. Ces dégâts peuvent prendre des formes multiples. On pourrait appeler ça empoisonnement, intoxication, et ensuite le fait de lui donner un nom, que d'appeler ça turbocancer ou autre, c'est pas mon sujet. Et évidemment, je vais raconter une petite anecdote. J'ai travaillé il y a des années avec un médecin dans le cadre d'une étude statistique avec, à l'époque, c'était l'ARS. Et ce médecin-là était très féru de statistiques, hein, ça l'intéressait beaucoup. Et même si c'était pas son métier, il avait beaucoup de bouteilles et c'est vraiment toujours lui qui travaillait sur le sujet. Et je lui avais demandé, c'était bizarre, on travaillait sur les causes de mortalité et dans notre région. Et dans la région, il y avait des endroits où il y avait une cause de mortalité qui était énorme, notamment par exemple des accidents cardiovasculaires. Et sur l'autre, ce qui était largement prépondérant, c'était des problèmes pulmonaires. Et sur un autre, c'était autre chose. Et je disais, mais c'est marrant, comment ça se fait qu'il y a... Enfin, c'est marrant, c'est pas marrant, mais comment ça se fait qu'il y a des problèmes de type de mortalité qui apparaissent énormément sur certains territoires et pas d'autres? Il m'avait dit, mais ça, faut comprendre que ça a trait au médecin spécialiste qui est là et qui enregistre des certificats de décès ou qui fait tourner son hôpital ou sa clinique, peu importe. Mais donc, c'est-à-dire que notre perception est biaisée par le diagnosticien, le médecin qui va donner un diagnostic et qui va dire c'est ça. Et donc, depuis cette période, j'ai compris que voilà, il y a un degré d'interprétation qui est colossal, suffisamment colossal pour faire croire qu'il y a des territoires spécialisés dans certaines pathologies. Il y a surtout des médecins qui sont spécialisés dans certaines choses et les médecins ne voient ce qui les intéresse. Les cardiologues voient des problèmes cardiaques, les pneumologues voient des problèmes pulmonaires. Et donc, je me méfie énormément d'un point de vue statistique de ce qu'on va pouvoir traduire de ces chiffres-là. Voilà, donc si on se met à ce que ce soit la mode de voir des turbocancers et que tout le monde a envie de voir des turbocancers parce qu'il va voir une certaine chose sur un écran, on va voir pléthore de turbocancers. Voilà, je ne m'exprime pas sur chaque cas particulier, mais en statistique, c'est très net, on va le voir. Ok. C'est ce que tu dis, c'est tout à fait la raison pour laquelle, avec Denis Rancourt, on a choisi de travailler sur et comme tu le fais aussi, hein, les décès de toutes causes confondues, parce que il y a pas de biais. Enfin, on meurt ou on est vivant, point. Sauf à la naissance où là, il y a il y a cette complexité. Mais sinon, dès qu'on a dépassé, je sais pas combien de jours, c'est bon, le problème est réglé et on est mort ou vivant. Et ça, on peut l'analyser et c'est des chiffres qui sont très solides. Le reste, il y a énormément de biais des médecins déjà en temps normal, mais alors en période de pseudo-pandémie, c'est encore pire, puisque tu l'as rappelé dans ton livre, ça rapporte de l'argent aux hôpitaux, de déclarer tel ou tel truc. Évidemment, pendant Covid, c'est une déclaration Covid qui rapporte de l'argent. Les hôpitaux sont en difficulté financière, donc ils ont d'autant plus intérêt à déclarer au maximum tout ce qu'ils peuvent en Covid. Donc, on est dans un biais gigantesque. Et donc, les décès, là, il n'y a pas de biais. Voilà. Donc, oui, OK. Alors après, donc, tu finis ton livre par ce recueil de témoignages. Certains, c'est les familles qui décrivent la fin de vie d'un de leurs proches qui se fait vacciner et puis quelques heures après, il s'écroule et puis en fait, il est mort. Donc ça, c'est assez choquant, évidemment. D'autres là témoignent eux-mêmes
de ce qu'ils ont vécu, donc de douleur. Alors c'est intéressant malgré tout de découvrir que c'est une douleur qui peut être localisée très vive à l'arrière de la tête, après qui descend dans le dos, et après le lendemain matin, la personne se réveille, elle n'arrive plus à tenir debout, avec une fatigue intense, etc. Donc là, il y a tout un parcours du combattant, et il y a donc c'est assez c'est même dur, hein. Moi, il y a plusieurs témoignages comme ça que j'ai trouvé émouvants, parce qu'on voit vraiment comment la maladie arrive, l'intoxication, et en plus de ça, la bataille que va devoir mener la personne pour faire reconnaître qu'elle s'est fait empoisonner quelque part. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans la conclusion. Je pense que je vais lire la phrase, hein, parce que c'est par rapport au système. Là, les personnes donc aujourd'hui qui peuvent avoir des problèmes, la tendance qu'ils ont, c'est de s'en remettre, encore une fois, au système médical malgré tout. Parce que c'est remboursé, parce que c'est comme ça qu'on fait, on ne sait pas faire autrement, etc. Le problème, c'est que ce système médical, d'une part, ignore, ne veut pas voir le lien de causalité, 99% du temps, et en plus de ça, va donner souvent des réponses du style « on peut rien faire pour vous », ou bien on ne sait pas trop, ça risque de pas marcher, quoi. Enfin, ils sont pas très optimistes. Et toi, tu dis, on doit rester responsable de son destin. Alors, quand le système vous annonce une impasse, c'est que le bon chemin est ailleurs. Et ça me plaît beaucoup, parce que je veux quand même rappeler que même si on est dans des états de santé parfois catastrophiques suite à l'empoisonnement ou bref l'intoxication au vaccin, il y a des solutions. Elles ne seront pas faciles peut-être, elles ne sont pas immédiatement disponibles, mais en tout cas, voilà, on peut remonter la pente, on peut retrouver la santé, c'est possible. Et tu citais notamment, et ça c'était très intéressant, une personne qui a eu des problèmes suite au vaccin H1N1, donc en 2010 ou 2011, qui a découvert que je ne sais plus quel produit, en gros, avait réglé son problème. Et patatras, tout s'est réeffondré quand il a pris un complément alimentaire qui contenait la molécule, donc c'est du squalène, qui était un des ingrédients, un des adjuvants du vaccin de l'époque contre H1N1. Et là, paf, son corps a réagi très fortement. Il a retrouvé les problèmes qu'il avait réussi à éliminer grâce à un traitement un peu novateur et que personne n'aurait imaginé forcément pour ça. Donc en tout cas, il y a plein de pistes, c'est ça que je veux dire. Et il faut rester ouvert. Et du coup, j'étais vraiment très satisfait de voir cette conclusion. Et aussi, et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, manque souvent, il y a un alarmisme, malgré tout, dans lequel on peut tomber, qu'on soit vacciné ou pas, qui est, regardez, vous avez été empoisonné, donc c'est horrible, avec les ondes machin, on va vous transformer en mutant, enfin bref, on entend des trucs complètement hallucinants. Alors, en tout cas, on n'observe pas ça quand on regarde la mortalité, et comme tu l'as dit, on revient à un niveau normal aussi, 2 ans, 3 ans après, hein, mais on revient malgré tout à un niveau normal. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, consciemment ou pas, et je pense que souvent c'est pas conscient, participent à entretenir la peur, voire l'alimente. Voilà, je sais pas ce que tu en penses toi. Je sais ce que tu en penses, mais j'aimerais t'entendre t'exprimer là-dessus plutôt. Oui, c'est tout l'enjeu de remontrer des statistiques de mortalité qui retombent à la normale, et de cesser le discours de la peur. Et on n'est pas sorti de la psychose Covid pour entrer dans une nouvelle, qui serait la psychose des affaires désirables de long terme du vaccin. Voilà, je suis pas d'accord avec ça. J'en vois pas de traces statistiques, et donc je l'écris. Et je veux pas que les personnes vaccinées se mettent à paniquer pour je ne sais quoi. Voilà. Il y a pas longtemps, je viens de voir, je les salue d'ailleurs, les époux des Lépines écrire aux gens, mais cessez d'aller voir des médecins pour faire diagnostiquer tout et n'importe quoi quand vous êtes en bonne santé. Voilà, ça suffit. Vous allez avoir des problèmes à faire ça. Déjà des problèmes d'ordre psychologique à paniquer tout le temps, et puis en plus on risque de vous trouver quelque chose au bout d'un moment, et ce ne sera pas forcément la bonne piste. Et quand ce sont des oncologues qui le disent, je pense qu'ils savent de quoi ils parlent, en plus vu leur parcours. Donc voilà, je veux pas tomber que les gens tombent dans un alarmisme, dans un autre, qu'ils se fassent avoir par je ne sais quel discours anxiogène dont nous prépare je ne sais pas quel tel truc. Voilà, ceux qui ont eu de la chance, à qui il n'est rien arrivé, tant mieux. Voilà, cette vaccination, c'était comme une espèce de roulette russe, mais avec un barillet énorme. Vous aviez très peu de chances de vous prendre une balle. Si vous en êtes échappé, c'est très bien. Arrêtez de jouer, point. Ça, arrêtez de jouer. Arrêtez de jouer.
voilà, arrêtez de jouer avec votre santé comme ça. Voilà, vivez normalement, et puis voilà, vous devez, chacun normalement doit à peu près savoir ce qui lui fait du bien ou pas au bout d'un moment quand même. Donc mon message c'était surtout celui-là. Il y a des dégâts, il faut cesser ce genre d'escroquerie qui fait des dégâts dans la population, et cesser les discours qui font croire que c'est de la science. Ça n'a jamais été de la science. Il n'y a rien de scientifique dans ce qui a été raconté, mais absolument rien. Et quand on essaie de faire de la science, on voit bien que ce sont que des impasses qui ne mènent absolument à rien. Donc c'est pas de la science, c'est autre chose, c'est du commerce, c'est du pouvoir, c'est de la croyance, c'est vraiment mais dans tout ce qu'elle a de pire, quoi, c'est-à-dire de la superstition. Voilà, c'est de la superstition, et surtout pas de la science. Et puis maintenant, il ne faut pas tomber dans la superstition, qu'on réussit à se débarrasser d'une superstition pour entrer dans une autre. Voilà, il faut rester factuel, scientifique, se poser des questions, oui, mais pas sombrer dans la peur avant de commencer à réfléchir. Et tu parles de peur, donc à la fois des vaccinés eux-mêmes par rapport à leur santé. Mais moi, je voudrais aussi parler de cette peur que des non-vaccinés peuvent avoir à l'égard des vaccinés en les accusant de tous leurs maux. C'est-à-dire que si je suis malade, c'est à cause d'un vacciné qui me transmet de la spike ou je ne sais quoi. Et donc, je dois me protéger des vaccinés qui sont en gros des espèces de poisons ambulants ou des producteurs de poisons ambulants. Oui, mais du coup, j'ai le même discours sur la totalité, hein, c'est-à-dire que je suis à la recherche, vous pouvez me l'envoyer si vous en trouvez une, d'une étude scientifique correctement menée qui aurait montré qu'une personne malade rend malade la personne à côté de lui. Voilà, c'est vraiment une recherche qui m'intéresse depuis quelques années maintenant, où il n'y a rien. J'ai déjà commencé à publier des choses sur les différents résultats et différents bouquins. Mais du coup, c'est pareil avec les vaccinés. Hein, voilà, où a-t-on la preuve qu'une personne qui a subi n'importe quel empoisonnement ou qui souffre devient un poison pour les autres? Il y a vraiment un rejet là-dessus des personnes que ce soit envers les malades de manière générale, envers les vaccinés d'une part parce qu'ils ont fait d'autres choix ou ils se sont fait avoir, mais je crois que c'est surtout envers les malades, c'est-à-dire de considérer le malade comme une espèce de déchet toxique qui va empoisonner le reste de son entourage, quoi. On a vraiment passé dans une société inhumaine qui considère les malades comme des déchets, et même les malades se considèrent eux-mêmes comme des déchets. C'est assez intéressant. Voilà, ils se masquent, ils se confinent, ils restent dans leur coin et disent non, je vais te rendre malade. On a vraiment réussi un tour de force psychologique à rendre la morbidité, la maladie comme quelque chose d'impur, voilà, qu'il faudrait masquer. Donc vraiment, ça on est devenu une société là-dessus qui est d'un niveau de régression sociale qui est vraiment colossal. Hein. Je pense que dans une société à peu près évoluée et humaine, le malade c'est quelqu'un dont on doit prendre soin et dont on doit s'occuper et pas qu'on doit rejeter et considérer comme un déchet. Ça donne vraiment l'impression qu'on y retrouve l'espèce de mythe de l'homme parfait, des eugénistes, des nazis là-dedans. Voilà, de la pauvreté, la maladie qu'on doit rejeter comme étant une espèce de punition divine impure qui va se répandre ailleurs. Donc je pense que c'est pas très bon signe sur l'état de notre société. Et d'ailleurs, c'est parfaitement visible, ça, dans le traitement des personnes aux urgences, par exemple, où il y a un mépris de l'humain qui est énorme, qui est colossal. Faire attendre des personnes qui sont en souffrance pendant une dizaine d'heures, c'est inhumain, et pourtant, c'est devenu la règle aujourd'hui. Donc, on est exactement dans ce même niveau. C'est assez effrayant. Et sinon, je voulais finir par quelque chose. Pierre Chaillot, j'ai découvert que tu étais d'extrême droite. Tu es d'extrême droite, puisque certains antifa, avec plein de guillemets, ont estimé que parler des problèmes des vaccins, c'est être fasciste, en gros. C'est ça, si j'ai bien compris? Alors oui, c'était un peu décousu. Dans une de mes conférences, il y a une bande d'agités qui se présentaient comme des antifas, qui ont dit qu'il fallait me faire taire parce que j'étais un dangereux fasciste d'extrême droite. Je leur ai demandé d'où ça venait. Je n'ai pas connaissance qu'il y ait d'arguments politiques qui puissent me classer dans cette catégorie. Ils n'en avaient pas. Mais il paraîtrait qu'on m'aurait vu à côté de personnes déclarées fascistes d'extrême droite. Alors voilà, j'ai demandé lesquels. Donc on m'a cité Louis Fouché, Jean-Dominique Michel. Mais je leur ai demandé pourquoi c'est des fascistes d'extrême droite. Alors la plus belle qu'on m'a sortie, je ne sais plus lequel des deux, mais qui avait osé critiquer Georges Soros. Alors ça, j'ai trouvé quand même ça assez vraiment exceptionnel comme argument. Voilà, critiquer Georges Soros.
capitaliste notoire financier qui a fait sa fortune en profitant des crises économiques, donc sur le dos des pauvres gens qui perdaient tout. Voilà, mais le critiquer, c'est d'être fasciste d'extrême droite. Après, apparemment, il finance avec l'Open Society la défense des migrants. Bon, après, voilà, tous les grands financiers et les capitalistes ont toujours financé, enfin plutôt intrigué de façon à ce que nos impôts financent le déplacement des populations. À une époque, ça s'appelait l'esclavage carrément. Hein. C'est la même chose, c'est-à-dire on va chercher la misère humaine où elle se trouve et on la ramène chez nous de façon à ce que ça fasse de la main-d'œuvre à pas cher. Point, c'est tout. Il n'y a pas la moindre once d'humanité, on va dire de volonté d'aider autrui ou de bienfaisance. La charité, voilà, c'est pas de la bienfaisance. C'est du capitalisme pur et dur. On va chercher la main d'œuvre où elle est pas chère. C'est moins cher de faire ça plutôt que de pacifier un pays et le faire monter en compétence jusqu'à pouvoir y mettre ses usines. Alors c'est ce qu'ils ont fait en Europe. Hein. On a financé l'Europe de façon à pouvoir délocaliser ensuite avec nos impôts, hein, de façon à ce que le capitalisme se déplace dans des endroits qui avaient été un peu où on avait un peu pacifié la situation, apporté certaines aménités de façon à pouvoir y déplacer des usines. Voilà, on a fait les deux, mais la manière la plus simple, c'est quand même de faire venir de la main-d'œuvre à pas cher. Hein. C'est vieux comme le monde. Voilà. Et donc du coup, voilà, cette bande qui défend le capitalisme à outrance sans se rendre compte en utilisant des méthodes fascistes qui sont d'empêcher les gens de parler, c'était quand même assez fabuleux. Mais bon, je pense que voilà, comme je l'ai dit, c'est un accusatoire hyper classique. Hein. Enfin, oui, et puis ce qu'on appelle le sophisme par association. Je t'ai vu à côté d'un fasciste, tu es donc fasciste. Voilà, on peut le sortir à toutes les sauces. Sachant que ces personnes-là sont aussi fascistes parce qu'ils ont été vus à côté d'un fasciste. Mais je sais, voilà, faut remonter la chaîne. Donc, par association, puisque je te parle, je deviens moi-même fasciste d'extrême droite. Alors, tu l'étais déjà. Tu l'étais déjà, pardon. Tu fais partie des non-cités. Ouais, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais tu as aussi été un non-cité. Donc ça, c'était à l'occasion de ta conférence à Guinrouette, en Loire-Atlantique, il y a 10 jours à peu près, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'était des personnages du cru hein, qui étaient là, qui se présentaient comme des antifas, la réplique antifouchiste, donc vraiment contre Louis Fouché. Des personnes qui ont été reconnues hein, par les personnes sur place, évidemment. Du coup, si ça réarrive, évidemment, ben voilà, il y aura des belles images, on retrouvera des gens, il y aura des signalements aussi du côté de la gendarmerie, puisqu'on n'a pas le droit d'interdire une réunion publique comme ça, hein, c'est dans le code pénal. Puis pourquoi pas aussi des mains courantes de déposer si il y avait des violences physiques. Bon, là, il y a quand même une personne qui a été bousculée et mise par terre. Un des énergumènes qui voulait rentrer pour mettre le bazar et m'empêcher de parler. C'est pas facile de m'empêcher de parler. Et voilà. Donc c'était une expérience pas très agréable, mais la conférence a quand même eu lieu. Les personnes sur place ont vraiment bénévolement ont assuré une certaine sécurité. Et puis quand ça n'a pas suffi, on a appelé la gendarmerie qui est venue. Hein. D'ailleurs, elles sont déplacées très vite et les autres n'ont pas demandé le reste. Ok. En tout cas, voilà, ça fait partie des aventures. Bon, l'an dernier, on a fait une conférence ensemble à Nantes. Elle aurait dû se passer à Nantes, elle s'est passée finalement en banlieue de Nantes, puisque des Antifa ont fait pression sur le gérant du théâtre où ça devait se passer pour qu'il annule finalement cette conférence qu'on a faite ailleurs du coup. Mais en tout cas, voilà. Ça fait partie de l'actualité. Voilà, on sait qu'on a affaire à des gens qui sont là pour défendre le système, qui n'ont pas les moyens intellectuels pour comprendre qu'ils se font avoir par le système. En tout cas, je recommande vivement ton livre « Victimes des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels ». La suite du premier qui était sur ce que révèlent les chiffres officiels pendant Covid. Et c'est plus court, c'est peut-être un peu plus facile à lire aussi. C'était pas très dur à lire, mais il y avait peut-être un peu plus de chiffres, disons, pour le premier. Et c'est très, très intéressant. Il y a beaucoup de choses. C'est dense et en même temps, c'est bien écrit. Et il y a quand même pas mal de petites pointes d'humour, ce qui rend très agréable la lecture. J'avoue que j'aime bien ça. Ça me fait plaisir. Donc, merci beaucoup à toi, Pierre. Bravo pour ton travail. Et puis à une prochaine, puisque bon, c'est la 8e fois que je te reçois, mais bon, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une 9e à l'occasion, quoi. Donc, merci beaucoup à toi et merci à tous d'avoir été là ce soir. Petite précision pour encore cette fois aussi, les droits d'auteur sont versés à Verity France et au REVAV, qui est l'association qui s'appelle le Réseau des victimes des accidents vaccinaux. Et donc voilà, cette fois encore, ce livre n'est pas écrit pour enrichir son auteur, mais il viendra en aide aux associations qui aident les victimes des vaccins. Super, très bien. Bravo. Merci à toi, Pierre.
et à très bientôt. Au revoir. Salut.